Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, quand on parle d'identité, on ne parle plus seulement de ta carte d'identité ou de ton passeport. On parle aussi, et surtout, de ton identité numérique. Ce double invisible qui te suit partout sur Internet, tes comptes, tes données, tes traces, tes clics, tes messages, même ceux que tu penses avoir supprimés. Et ce sujet, il est loin d'être abstrait. Par exemple, en Suisse, récemment, la population a voté sur la question de l'identité numérique. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à un moment clé. Celui où l'État, les institutions, les plateformes veulent proposer, ou imposer, des identités numériques officielles pour interagir avec le système qui se numérise de plus en plus. Administratif, santé, services publics et j'en passe. Et forcément, ça pose des questions. Peut-on faire confiance à un système centralisé pour gérer quelque chose d'aussi sensible que notre identité ? Peut-on parler de transparence quand le fonctionnement réel est incompréhensible pour la majorité des citoyens ? Et surtout, est-ce que les résultats de ce type de votation reflètent un choix réellement libre, éclairé et conscient de toute la population, ou bien un vote par défaut, par fatigue ou par confiance aveugle? Je ne te donne pas de réponse toute faite, justement parce que le sujet mérite mieux que ça. Mais ce que ça montre, c'est que l'identité numérique n'est plus un gadget. C'est devenu un enjeu politique, démocratique et profondément humain. En parallèle, j'aimerais ouvrir une porte, juste entrouverte, parce que ça me passionne vraiment. Et on en reparlera très bientôt dans un prochain épisode, mais il existe des modèles de vote alternatifs, notamment avec des DAO. Ce sont des organisations autonomes décentralisées. Ce sont des systèmes où tu peux voter, participer, décider et surtout vérifier que ton vote a bien été pris en compte, sans intermédiaire opaque, sans boîte noire. Mais ça, on le détaillera dans un prochain épisode, promis. Revenons plutôt à l'identité numérique. Ce n'est pas juste un compte ou un QR code, c'est l'extension numérique des citoyens que nous sommes. Car petit rappel, on est NAIT d'abord en tant qu'être humain à part entière, puis on est reconnu comme un avatar au sein du système qu'on connaît bien maintenant, via une déclaration de naissance, une citoyenneté, des droits et des devoirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des droits de l'homme et du citoyen, sinon pourquoi ferait-on la différence ? Et aujourd'hui, une nouvelle couche s'ajoute, l'identité numérique. Ce double qui va nous permettre d'interagir avec le monde numérique, avec les institutions, avec les outils qui émergent. Le problème, ce n'est pas son existence. Le problème, c'est qui la contrôle. Parce que soyons clairs, les données, ça se hack. Et pas qu'un peu. Chaque année, ce sont des milliards de données personnelles qui fuitent, qui sont volées, revendues, croisées. Comptes, mots de passe, adresses, numéros, parfois même des données médicales ou administratives. Et ce phénomène ne fait qu'augmenter de façon exponentielle. Et ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que même les institutions censées nous protéger ne sont pas épargnées. Les fuites de données deviennent presque monnaie courante, on en parle parfois, mais le plus souvent, c'est passé sous silence pour ne pas effrayer. Alors, avant de laisser qui que ce soit décider quelles informations nous concernant doivent être collectées, stockées et centralisées, ça vaut peut-être le coup de prendre un peu de recul. Et non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout couper, vivre dans une grotte sans wifi et écrire des lettres à la plume. Le numérique, c'est un outil incroyable. Il connecte, il libère, il permet de créer, d'apprendre, de s'organiser. Le vrai sujet, c'est le contrôle. Qui contrôle ton identité numérique ? Toi ? Ou les systèmes que tu utilises. Déjà, se protéger, ça commence par savoir ce qu'on utilise. Les géants comme Microsoft, Google ou Apple collectent énormément de données, c'est leur modèle de fonctionnement. À côté de ça, il existe des alternatives plus respectueuses comme des logiciels libres. Linux par exemple est un système d'exploitation comme Windows ou macOS, mais sans aspiration massive de données. Sur téléphone, certains choisissent Graphene OS plutôt qu'Android ou iOS. C'est un autre système alternatif plus respectueux de tes données. Bon, je te l'avoue, j'adore l'univers Apple et moi aussi j'ai un iPhone. L'idée n'est pas d'être parfait, mais conscient. J'ai d'ailleurs installé Linux sur un vieux PC et Graphene OS sur un ancien Android que j'avais. Deux appareils qui étaient voués à partir à la poubelle parce que trop vieux pour recevoir les mises à jour d'Android ou de Microsoft. J'ai donc participé à redonner une deuxième vie à ces appareils et j'ai constaté que je pouvais m'émanciper un peu plus chaque jour des géants du numérique. Sur les réseaux sociaux et les messageries, même logique. Pas besoin de raconter toute ta vie. Utilise un pseudo plutôt que ton nom et ton prénom. Limite ce que tu partages, vérifie ce que tu acceptes. Voilà quelques bonnes bases. Et oui, je sais, c'est pénible de gérer les cookies. On a envie de cliquer sur tout accepter pour passer à autre chose, mais chaque fois que tu le fais, tu laisses la porte grande ouverte à tes infos numériques. Et puis, il y a ces assistants vocaux qu'on invite tranquillement chez nous. Alexa, OK Google, Siri, pratique, rapide, presque rassurant. Tu parles, ça répond, magique. Sauf qu'en réalité, pour pouvoir t'écouter quand tu dis leurs mots-clés, ces appareils sont en permanence en veille, toujours à l'écoute. Officiellement, ils n'enregistrent que lorsqu'ils sont activés. Officieusement, on a déjà vu passer pas mal de polémiques, d'écoutes accidentelles, d'extraits vocaux analysés par des humains et de données stockées sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas.
Ta voix, c'est une donnée biométrique. Elle est unique, elle t'identifie, et pourtant, on l'offre volontairement pour allumer la lumière ou lancer une playlist. Encore une fois, le sujet n'est pas de diaboliser la technologie, mais de se demander si le confort immédiat vaut le prix de cette intimité partagée. Parce qu'un micro dans ton salon, même silencieux, ça reste un micro dans ton salon. Et puis, il y a ce moment un peu dérangeant que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu. Tu discutes tranquillement avec ton conjoint de l'achat d'une future machine à pain, une discussion banale, à voix haute, dans ton salon. Et quelques minutes plus tard, tu ouvres ton téléphone et là, comme par magie, oh, une pub pour une machine à pain. Coïncidence ? Peut-être. Mais quand ça arrive une fois, 2 fois, 10 fois, ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est le futur de la publicité ciblée. Des algorithmes capables de croiser tes recherches passées, ta localisation, tes habitudes, les appareils autour de toi et parfois même l'environnement sonore pour anticiper tes envies avant que tu aies l'impression de les formuler toi-même. Ce n'est plus juste de la pub, c'est de la prédiction de comportement via la collecte de données. Et puis, toute cette surveillance de nos faits et gestes me fait forcément penser au film Snowden. C'est un film sorti en 2016 et basé sur une histoire vraie, mise en lumière en 2013, celle d'Edward Snowden, ancien consultant pour la NSA, qui a révélé l'ampleur de la surveillance de masse mise en place par les agences de renseignement américaines. On y découvre que les écoutes, la collecte de données, les métadonnées, ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité bien documentée. À l'époque, beaucoup se sont dit « Oui, mais ça concerne les terroristes, pas moi ». Sauf que la surveillance de masse, par définition, ne cible pas des individus. Elle aspire tout, sans distinction. Et ce film a eu au moins un mérite. Mettre des images, des visages et une histoire humaine sur quelque chose que beaucoup préféreraient ne pas voir. Depuis, la technologie a encore évolué et est rarement dans le sens de plus de discrétion. Et puis, il y a ce fameux chat control. Non, ce n'est pas un cousin de ChatGPT, quoique. Derrière ce nom un peu froid se cache un projet qui fait sérieusement réfléchir. Permettre aux plateformes de messagerie de scanner automatiquement nos conversations pour détecter certains contenus soi-disant pour notre protection, notamment contre l'exploitation sexuelle des enfants. Alors sur le papier, ça peut sembler noble, mais dans les faits, ça signifie qu'une intelligence artificielle pourrait analyser en continu tes messages privés, tes échanges, tes fichiers, tes photos, même ceux que tu pensais strictement personnels. Et ça pose une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser un État ou une entreprise lire nos conversations? Où se situe la limite entre protection et surveillance de masse? Le chat control illustre parfaitement comment notre vie privée peut être érodée doucement au nom de la sécurité ou du bien commun, et pourquoi il est crucial de rester conscient de ce que l'on partage. C'est exactement pour ça que dans le cercle de Mimi, je propose des solutions concrètes pour reprendre la main sur son identité numérique, par exemple avec des clouds souverains, pas ceux de Google ou Apple. Parce que, tu vois, ces géants américains sont soumis au Cloud Act, une loi américaine adoptée en 2018. Concrètement, cette loi permet aux autorités des États-Unis d'accéder aux données stockées par des entreprises américaines, même si ces données se trouvent en Europe ou en Suisse. Autrement dit, tes fichiers sur iCloud ou Google Drive peuvent légalement être transmis aux autorités américaines sur simple demande, sans que tu sois nécessairement informé. C'est pour ça que les clouds souverains, hébergés et régis par des lois locales sont une vraie alternative pour protéger tes données. Et pour aller plus loin, je propose aussi des tutoriels vidéo simples et accessibles pour t'accompagner pas à pas. Installer Linux sur ton ordinateur, découvrir GrapheneOS sur ton téléphone, comprendre comment fonctionnent ces outils sans jargon technique et sans pression. L'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais de te montrer que des alternatives existent et que tu peux avancer à ton rythme, en restant pleinement acteur de tes choix numériques. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas réservé aux experts ou aux hackers en sweat à capuche dans une cave sombre. Il existe des messageries chiffrées, des moteurs de recherche qui ne traquent pas tes données, des systèmes d'identité décentralisés comme le propose la June, etc. Autant d'options pour reprendre le contrôle et décider de ce qu'on partage, avec qui et pourquoi. C'est accessible, progressivement, à ton rythme, en commençant par te poser les bonnes questions. Ai-je vraiment besoin de cette appli? Qui a accès à mes données? Qu'est-ce que je partage et pourquoi? Reprendre la main sur son identité numérique, ce n'est pas disparaître du monde, c'est choisir comment tu apparais. C'est remettre un peu d'humain, de conscience et de souveraineté dans un espace qui a tendance à nous l'enlever doucement, sans faire de bruit. Pour aujourd'hui, retiens juste une chose. Ton identité numérique, c'est toi, en version digitale. Et dans un monde où les données valent de l'or, reprendre conscience de ce que tu donnes, à qui et pourquoi, c'est déjà un premier acte de souveraineté.